Donc on va vous parler de Oscore, mon site ouvert sur le cloud, et ça va être un petit peu un talk sur ce qu'on appelle le Zero Trust. On va vous expliquer pourquoi on a fait ce talk-là, et on va vous montrer deux solutions, une basée sur l'open source et une autre basée sur Google, pour faire du Zero Trust. Ok ? Donc je me présente rapidement. Laurent Grangeau, je suis Solutions Architect chez Google aujourd'hui, et je suis organisateur du Meetup Serverless de Paris, co-organiseur du Meetup Docker Kubernetes à Paris, et ça fait à peu près plus de 15 ans que je fais de l'informatique maintenant. Tony ? Il n'y a pas de slide. Personne ne voit les slides. Oui. Voilà, on n'a pas vu ta photo. C'est pas grave. Tony Jariot, moi je suis Solution Architect chez Sogeti, je fais partie du groupe depuis bientôt quelques années. Ça fait 22 ans, petit groupe Capgemini, et dans lequel j'ai la chance de vivre des super aventures d'accompagnement avec clients, et notamment sur la consommation du cloud. Et j'accompagne dans l'aventure en tant que speaker Laurent depuis quelques années maintenant. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, on va vous présenter le Zero Trust. En tout cas, notre approche du Zero Trust. Je te laisse le clicker. Ouais, allons-y. Super. Pendant la première moitié de l'année 2020, on a tous connu la pandémie mondiale de Covid-19, où les entreprises ont vu leurs bureaux se vider, tout simplement parce que les employés ont dû passer ou basculer en télétravail. Et en fait, les organisations ont dû évaluer très rapidement la capacité de leur SI à pouvoir offrir aux employés la possibilité de continuer à travailler, à accéder aux ressources de l'entreprise. Alors, certaines entreprises étaient déjà prêtes, avaient déjà initié des démarches de télétravail pour ces employés en mettant en place des solutions de VPN, de rebond, d'authentification, etc. D'autres, malheureusement, n'étaient pas encore prêtes, et ces entreprises ont dû rapidement s'adapter pour mettre en place des solutions pour permettre aux employés d'accéder à ces workloads. Et donc pour ça, elles ont mis en place très souvent, de façon rapide, une solution de type VPN. Et cette solution VPN est une nouvelle porte d'entrée pour les hackers, une nouvelle place pour pouvoir jouer et essayer de rentrer dans l'entreprise pour y faire sa place. La pandémie a également eu un effet accélérateur sur la consommation des ressources dans le cloud, notamment parce que ça a permis aux entreprises d'offrir une opportunité pour moderniser leur SI en déportant leur application dans les différents clouders, qu'ils soient français ou autres, américains. Google peut-être par exemple. Et donc, dans le cadre de modernisation, les entreprises ont ouvert des API pour échanger avec leurs partenaires ou avec leurs clients. Et dans cette démarche de Cloud First, les entreprises ont étendu finalement leur surface d'attaque, d'exposition de l'entreprise. Et donc pour ça, les entreprises, les ingénieurs système, sécurité, ont eu besoin de renforcer la sécurité de toutes les applications qui sont ouvertes, ou de tous les points d'entrée qui sont ouverts sur l'extérieur. Un rapport récent montre que les entreprises vont continuer, en tout cas poursuivre la démarche à grande échelle du télétravail. Pas. Si. Ces dernières années, on constate depuis 2020 une augmentation quasiment exponentielle des attaques des entreprises. Les faits d'actualité encore récents montrent que beaucoup d'entreprises sont encore beaucoup trop vulnérables. Elles sont victimes de ransomware. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, alerte depuis des années, et majoritairement depuis 2020, sur le fait que les SI des entreprises sont encore bien trop largement vulnérables. Vulnérables parce que les employés utilisent de mauvaises pratiques. Par exemple, lorsque vous allez ouvrir votre messagerie personnelle, vous allez contrôler, en tout cas, avoir un œil peut-être plus attentif sur qui vous a envoyé le mail avant de cliquer sur le mail. A contrario, sur le mail professionnel, vous allez avoir confiance. La sécurité est forcément portée par le SI d'entreprise, ce qui, parfois, malgré tout, des virus ou des mails malveillants peuvent vous arriver. Et donc, vous allez cliquer dessus, et par malchance, un virus va pouvoir être installé sur votre poste bureautique. Et ce virus va tranquillement se propager de façon insidieuse sur l'ensemble du SI de l'entreprise
pour arriver à des situations qui peuvent être dramatiques jusqu'à ransomware. Ça a été le cas pour l'hôpital de Corbeil-Essonnes en septembre, donc il y a quelques semaines, où son activité a été mise très largement en péril. Et donc le fait de pouvoir... les hackers ont pour objectif, finalement, historiquement, les hackers voulaient juste pénaliser, contrarier l'activité de l'entreprise, en hackant un serveur, en hackant un poste utilisateur, qu'il soit personnel ou professionnel. Et maintenant, finalement, ils se sont dit, autant attaquer directement le cœur d'entreprise pour pouvoir en retirer les valeurs, faire une extorsion de ces données, pour pouvoir les revendre ces données, et finalement aussi extorquer de l'argent auprès de l'entreprise. Et donc là est arrivée la notion de ransomware, où même si on paye la rançon, on n'est pas garanti que le gentil hacker veuille bien nous donner la clé de chiffrement de nos données. Et donc, lorsqu'on est victime de hack, il y a deux impacts majeurs. Déjà sur la visibilité et la crédibilité de l'entreprise vis-à-vis de ses clients, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à même de sécuriser la donnée de nos clients. Également, ça peut avoir un impact financier sur l'activité de l'entreprise. Encore une fois, l'exemple de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, qui a vu son activité pénalisée pendant plusieurs semaines avant d'un retour en situation normale. Encore, je crois que c'est même pas terminé. Les APT. Les APT, c'est un groupe de hackers qui se veut furtif. L'objectif, c'est de pouvoir discrètement exfiltrer les données de l'entreprise. Ils sont capables d'installer des virus sur le SI des entreprises pendant des années avant qu'on ne puisse les détecter, des années. Donc pour pouvoir tranquillement exfiltrer la donnée et ensuite, pouvoir les revendre, pouvoir demander le rançon à l'entreprise. Ces logiciels malveillants existent depuis des décennies, déjà depuis le début des années 90 où sont arrivés les ordinateurs personnels. Donc, au début, très gentiment, on avait des attaques innocentes avec le virus ping-pong, où l'objectif c'était de faire crasher le PC ou le serveur de l'entreprise. Le premier virus massif connu, c'est le virus Melissa, qui avait pour objectif de faire un deny of service, des serveurs de messagerie. Et depuis une politique de digitalisation des activités, des entreprises, des gouvernements, où de plus en plus, on va arrêter le papier pour passer sur nos devices, nos téléphones portables, tablettes, ordinateurs bien entendu. Et donc, toute cette politique de digitalisation, finalement, offre une super opportunité aux hackers pour venir exfiltrer nos données. Les organismes de sécurité connus tels que Mandiant, FireEye vont référencer tous ces groupes de hackers qui sont aujourd'hui au nombre de 371 groupes de hackers qui peuvent être représentés entre 10 et 100 hackers par groupe. Et leur activité, au fil du temps, finalement, se professionnalise. Alors, on va retrouver les groupes de hackers connus tels que Lazarus, qui est un groupe de hackers coréens. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées et persistantes, comme on voyait précédemment. Persistantes parce que l'attaque est capable de se maintenir sur de longues périodes au sein du SI d'entreprise, donc ils vont tranquillement exfiltrer la donnée, se propager sur le SI d'entreprise et potentiellement même s'étendre sur d'autres SI du client parce qu'on va partager des données et ainsi de suite. Donc le virus va pouvoir s'étendre et ils vont pouvoir prendre le contrôle insidieusement du ou des SI. Et ils ont réussi à monter un business model qui est la revente au travers du dark web, que ce soit en mode abonnement, en mode pourcentage de revenus. Ils ont réussi à monter un vrai business model. Donc finalement, c'est peut-être une place à prendre. Les APT, finalement, les hackers ou les APT utilisent une démarche, une logique dans la kill chain afin de réussir à introduire l'entreprise et de pouvoir en récupérer. Encore une fois, ces données, la première étape va être la reconnaissance. La reconnaissance et les points de vulnérabilité de l'entreprise. Alors, ils vont le faire que ce soit au travers de scans de port,
de façon très simple, en réalisant du phishing, au travers de mails qui sont envoyés sur des employés, on le voyait tout à l'heure. Si on clique potentiellement sur certains mails, il y a un virus qui va s'installer sur son poste. Et à partir de là, une fois que le hacker connaît le point de faiblesse de l'entreprise, va pouvoir développer le virus qui va être capable, avec lequel il va être capable de prendre la main ensuite sur une partie du SI. Et donc à partir de là, il va pouvoir exploiter les failles en délivrant le virus au travers de file saver, de façon tout simple. Saver, on en a tous les jours qui sont publiés. Une fois que ce virus est installé, il va pouvoir prendre la main sur les équipements distants, ensuite pouvoir contrôler de façon à distance au travers du déploiement de ransomware, en mettant en place une backdoor sur les sites d'entreprise, encore une fois, pour pouvoir récupérer de façon silencieuse toute ou partie des données. Et pour ça, ces TTP, Tactiques, Techniques and Procedures, sont étudiés et classifiés et partagés. Pour permettre au DSI de pouvoir se protéger. En l'occurrence, le MITRE-ATT&CK, qui est un organisme public, en tout cas public, référence ces attaques et propose justement au DSI des pistes de remédiation. Depuis 2013, le framework ATT&CK recense et catégorise l'ensemble des techniques d'intrusion afin de permettre au DSI d'être beaucoup plus vigilante, notamment sur les points de sécurité à mettre en place au sein des entreprises. Donc l'objectif, en tout cas au travers du portail MITRE-ATT&CK, vous allez avoir toutes les techniques qu'utilisent les hackers pour pouvoir s'introduire au sein d'une entreprise. Donc ça va permettre aux entreprises de pouvoir étudier les contre-mesures à mettre en place par rapport à la préparation de ces attaques. Et on proposait également des techniques pour rentrer dans les SI des entreprises, dans vos devices, que ce soit sur les téléphones ou sur les tablettes, ou également sur des objets IoT, mais également dans le cadre du monde de l'industrie, notamment au travers des objets IoT qui peuvent être déployés de plus en plus couramment dans les industries. Et donc, ils proposent ce type de technique. En quelques mots, je vais retracer l'histoire du Zero Trust. Donc, initialement, le Zero Trust est un forum qui a été créé et géré par l'Open Group qui définit les bonnes pratiques de sécurité de l'IT. L'objectif étant de ne plus se limiter juste au simple périmètre, sécurité périmétrique qu'on connaissait historiquement, où on mettait un firewall devant notre SI, devant le SI d'entreprise, et on était safe. Bon, finalement, c'est nécessaire, mais pas forcément suffisant. En 2009, le Forrester, qui est un groupe de recherche américain, a publié un guide de bonnes pratiques sur comment mettre en place la sécurité au sein de son SI en prenant en compte différents items. En 2014, l'approche Zero Trust est arrivée sur le devant de la scène, notamment parce que Google a été victime d'une cyberattaque sur laquelle on va voir juste après, et pour laquelle Google a répondu en mettant en place une architecture, en proposant un service d'architecture Zero Trust basé sur le service Beyond Corp qui permet de répondre justement à ce type de cyberattaque. En 2017, le Forrester a publié un update par rapport à ce qui avait été publié initialement en 2009 pour pouvoir étendre, en tout cas rajouter des add-ons pour renforcer la sécurité et la stratégie de sécurité du SI. Et pour finir, en 2019, où le NIST a publié une norme, qui est la norme 800-207, qui donne toutes les bonnes pratiques aujourd'hui pour pouvoir sécuriser votre SI. Alors, au niveau du réseau, de la partie authentification, des données et des applications que vous déployez au sein de votre SI et que vous exposez vers l'extérieur. Le principe du Zero Trust, vous ne devez plus faire confiance à personne, pas à votre voisin, ni à ce qui se passe à l'intérieur de votre SI. On part du postulat que chaque flux est suspect, que les flux, bien entendu, provenant de l'extérieur vers l'intérieur du SI est suspect, mais également les flux internes au SI, tout simplement parce qu'un PC à l'intérieur du SI peut déjà être compromis, et du coup, on doit être vigilant sur l'ensemble du trafic, des flux qui transitent à l'intérieur du SI.
Donc, pour mettre en place cette logique de Zero Trust, donc, on a vu qu'on allait contrôler les flux, on va contrôler les identités, c'est-à-dire que chaque flux, on va contrôler est-ce que le client a bien le droit de contacter une partie serveur. On va contrôler également les autorisations. Pour contrôler ces autorisations, on va se baser sur la mise en place d'une politique de least privilege afin de n'appliquer que les bons droits, les restrictions nécessaires et suffisantes à l'activité du client. On va également mettre en place un modèle sur la partie sécurité réseau, sur la sécurité qu'on expose à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du SI, en mettant en place des architectures de micro-segmentation. On va découper les applications qui étaient historiquement monoblocs en micro-applications afin de sécuriser chacun des blocs fonctionnels ou applicatifs à l'intérieur du SI. Et pour finir, on va également protéger la donnée. Alors que ce soit sur le transit, donc ça veut dire que tous les flux qui vont transiter vers la base de données vont être chiffrés à trust, ça veut dire qu'on va mettre en place des clés de chiffrement du disque afin de s'assurer que si le disque était volé, que la donnée ne pourrait pas être lue, mais également au sein des bases de données, où on va activer une sécurité type AWS DynamoDB, où on a la possibilité, il y a bien d'autres, où on a la possibilité de restreindre les accès, que ce soit des colonnes ou des lignes de la base de données, uniquement à des users, de façon très très granulaire. Donc on a la possibilité de mettre en place des policies airbag très fines. Et pour finir, on a mis en place plein de sécurités, mais il va falloir monitorer cette activité au travers de solutions de type SIEM, où on va pouvoir détecter et contrôler en continu les logs applicatifs, les logs réseau, des équipements réseau, mais également on va pouvoir mettre en place des solutions de type XDR, Extended Detection and Response, qui vont pouvoir mettre en place des solutions d'alerting et surtout de remédiation automatique en cas d'activité suspecte au sein du SI. Dans ce dessin, l'objectif, c'est de démontrer que le SI, l'entreprise, va échanger avec des partenaires. Avec ces partenaires, on va pouvoir, par exemple, utiliser des solutions d'instant messaging de type Slack, autres, pour lesquelles on n'a pas forcément le contrôle. On va également échanger avec des applications qui vont être déployées par nous-mêmes dans le cloud, ou des applications de partenaires qui sont déployées dans le cloud ou autres. Et finalement, on ne va pas forcément tout contrôler. En tout cas, initialement, on se dit, on ne contrôle pas tout. Et donc, on va réaliser un assessment de tous les flux qui sont échangés sur le réseau afin de mettre en place des contre-mesures pour s'assurer que l'ensemble de ces flux soit sécurisé. L'objectif principal, ici, c'est de vous montrer une architecture de type Zero Trust basée sur 6 piliers. 1, on va contrôler l'identité de la personne, du client, qui va pouvoir accéder à notre application ou à notre SI. On va contrôler ensuite la gestion de ses ressources au travers de solutions de type MDM, sur lesquelles on va appliquer des politiques de sécurité et basées sur des règles d'évaluation et de criticité en fonction du client destination vers la source. On va mettre en place ensuite des solutions, on l'a vu tout à l'heure, de chiffrement de la donnée, c'est impératif. Chiffrer la donnée dans le transit, at rest, et en fonction de la sensibilité de la donnée, typiquement si vous stockez en base de données des informations sensibles, carte bleue, informations personnelles, pensez à chiffrer également le contenu de la base de données, pas seulement la coquille qui contient la base de données. On va mettre en place des solutions qui vont contrôler la sécurité autour de l'infrastructure, du réseau, donc on a vu les solutions de micro-segmentation. Même si l'on fait du Zero Trust, il faut bien garder à l'esprit qu'il faut quand même garder les bases, firewall, micro-segmentation, VLAN, la partie réseau, en tout cas historiquement connue, reste valable. Dans les takeaways, par rapport à cette première partie du talk, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les employés du SI, s'assurer que l'entreprise va investir sur sa propre sécurité, même si ça peut coûter, de mettre en place une architecture Zero Trust au sein du SI. Lorsque l'attaque est arrivée, ça peut devenir bien plus catastrophique, on l'a vu tout à l'heure, sur le business, l'activité d'entreprise.
Et donc pour ça, le Zero Trust va s'appliquer aussi bien sur les devices, la data, le network, les workloads, donc toutes les applications qui sont déployées pour le SI, et s'assurer également de l'acculturation des employés. Merci Tony. Yes. J'ai plus de micro. Ça va revenir, c'est bon. Merci Tony pour avoir un petit peu résumé ce que c'était le Zero Trust. Je vais un petit peu accélérer pour un petit peu donner du temps à la fin aux démos. Je vais vous parler un petit peu de l'opération Aurora, qui était une opération qu'on a connue chez nous en 2009, je crois. En 2010, pardon, en janvier 2010. Où on a annoncé une attaque de très grande envergure qui ciblait Google, mais pas que, hein, on avait d'autres entreprises ciblées et qui étaient normalement gérées par donc un APT, un Advanced Persistent Threat, où la Chine disait que c'était les US, le gouvernement des US qui était en théorie du complot, les US disaient que c'était la Chine, etc. En tout cas, on s'est fait hacker, bien comme il faut. Et évidemment, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Donc, en 2010, on avait encore 30 ans, 40 ans d'expérience dans le réseau, dans la sécurité périmétrique, mettre des firewalls, des VPN, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que l'attaque s'est à peu près mis entre 4 et 6 mois à se mettre en place. Ça a duré pendant 4 à 6 mois avant qu'on détecte quelque chose. Et ce qu'ont fait les attaquants, c'est qu'ils ont exploité une faiblesse de feu Internet Explorer maintenant, qui paie à son âme, qui a été remplacé par Edge. Et en gros, le principe c'était que donc, il y avait une faille de sécurité dans Internet Explorer. Microsoft connaissait la faille depuis très longtemps, il ne voulait pas la patcher. On parle de 5 mois avant quand même, hein, la faille. Microsoft la connaissait 5 mois avant. Et une fois que Google a dit OK, il y a une faille de sécurité dans Internet Explorer, Microsoft s'est dit OK, on va peut-être la combler. Et c'est là où ont commencé pas mal de choses en termes de les failles zero day, donc, qui sont maintenant les principaux vecteurs de récupération des données, exfiltration des données. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois infiltré dans le réseau de Google, comme toute entreprise, vous pensez qu'une fois connecté au VPN, vous êtes dans le réseau de votre entreprise, vous êtes sécurisé parce qu'il n'y a que vous qui puissiez y rentrer. Ils ont installé des backdoors en SSL et envoyé des données un petit peu à droite à gauche. Et en gros, on s'est fait hacker comme il faut notre propriété intellectuelle, donc notre code source et des emails privés qui ont été exfiltrés pour justement que les hackers puissent prendre connaissance de tout ça. Si on regarde un petit peu comment était fait le réseau de la sécurité avant, donc on a mis cette petite photo que moi j'aime beaucoup, hein, qu'on aime beaucoup sur le château. Si vous rentrez par le pont principal, le pont-levis, vous voyez une belle façade avec 2 grandes tours, etc. Mais vous voyez qu'à l'arrière, en fait, c'est complètement troué. Et en gros, c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui en termes de réseau d'entreprise, de SI d'entreprise, où en gros, tout est beau à l'extérieur. Les méchants sont à l'extérieur, les gentils sont à l'intérieur. On a des gros firewalls, des gros VPN, on a de la micro-segmentation, tout ce que vous voulez. Et en gros, une fois que vous êtes dans le réseau, on considère que c'est un gros réseau à plat, vous pouvez aller n'importe où, et que, grosso modo, il n'y a pas de gestion de données. Et donc avant, on avait cette implémentation-là. Je vous dis, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on sait le faire, donc pourquoi changer? Et en gros, quand on s'est fait hacker en 2010, on s'est dit peut-être réfléchir à d'autres techniques pour mettre en place de la sécurité. Et c'est là où on a créé BeyondCorp. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec cette approche-là, de VPN, etc. Tony en a parlé un petit peu au début. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette fameuse tendance du Bring Your Own Device. Pardon. Vous rentrez chez vous avec votre laptop pour faire du télétravail pendant 3 jours. Vous allez sur des sites qui ne sont pas très recommandables pour regarder des choses et vous vous faites hacker bien comme il faut pour télécharger des ransomware. Et après vos 3 jours de télétravail, vous rentrez dans votre entreprise, vous pluguez votre PC au réseau de l'entreprise et là, le virus se diffuse de partout. Même principe au niveau de vos téléphones, vous avez tous
potentiellement accès à vos mails d'entreprise sur votre téléphone. Votre téléphone, il peut y avoir plein de virus, parce qu'il y a des applications qui contiennent des virus. Et là, même principe, c'est la foire à la saucisse. On se fait hacker comme il faut. Et en gros, voilà ce qu'on avait à peu près comme architecture avant. Donc on avait les employés qui se connectaient au VPN et, pardon, et qui se connectaient soit à des serveurs, soit à des applications on-prem. Donc on avait vraiment tout bien sécurisé. Et on a commencé à se dire, à propos des consultants, donc comment on fait pour donner accès à des consultants au réseau de l'entreprise. Et on a commencé à ouvrir le VPN au réseau des consultants. Sauf qu'encore une fois, on ne maîtrise pas ou peu les PC, les laptops des entreprises de consulting, et on peut se faire hacker comme il faut parce qu'un PC de consulting ne s'est pas fait mise à jour depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et du coup, nous, on ne gère pas ça. On a beau avoir la meilleure sécurité du monde sur notre propre laptop d'entreprise avec notre VPN qui est bien comme il faut, le consultant a un PC qui date un petit peu, se fait hacker, et du coup on se retrouve à avoir des accès qui sont compromis. Et maintenant, Tony vous en a parlé aussi, 2020, il y a eu un espèce de petit truc qui est passé peut-être inaperçu pour vous, la pandémie évidemment. Pour information, nous on n'a jamais eu autant de travail que ça lors de la pandémie, puisque du jour au lendemain, toutes les entreprises ont voulu migrer sur le cloud et ont voulu mettre leur SI dans le cloud. Et donc on se retrouve avec une partie on-prem et une partie dans le cloud. Et donc du coup, on a toujours ce VPN-là et des accès dans le cloud qu'il faut sécuriser, qu'il faut gérer différemment. Et le cloud, on ne gère pas le cloud comme on gère du réseau interne. On évite d'avoir des VPN, on évite d'avoir des réseaux à plat, on fait de la micro-segmentation avec des VPC séparés, avec la gestion d'identité, etc. Mais la gestion d'identité est toujours on-prem. Donc on a forcément un lien réseau entre le cloud et le on-prem. Et la next step, donc l'évolution la plus normale et logique, c'est de mettre la gestion d'identité dans le cloud aussi, voire externaliser à des sortes de parties comme Okta, comme ce que vous voulez. Et du coup, on se retrouve à avoir une sécurité ou un SI qui est complètement dans le cloud. Et cette notion de château périmétrique d'accès n'existe quasiment plus. Et donc, comment on fait pour avoir une sécurité qui est optimale dans le cloud? Si on regarde un petit peu tous les risques potentiels, je vous ai dit, on vous a dit au niveau de l'employé, on a le phishing. Au niveau des consulting, on a peut-être des accès full admin alors qu'il ne devrait pas y avoir. Au niveau du device, on va avoir des malwares, des ransomware, des choses pas très marrantes. Au niveau du tuyau aussi, on peut avoir des attaques man in the middle. Imaginez, c'est un accès HTTP non sécurisé. Et oui, ça existe encore. Donc on va avoir des attaques, on va avoir des attaques qui viennent par ce biais-là. On va avoir des points d'entrée qui ne contrôlent pas les accès. Ça veut dire qu'on va partir du principe que l'application est sur le cloud et sur Internet, on accède en HTTPS, mais pardon. Mais du coup, on n'a pas de renforcement d'accès de sécurité. Et enfin, le dernier point, on a des failles XSS, SQL, qui nous permettent d'avoir potentiellement des failles de sécurité sur des applications type WordPress, Drupal, je sais plus le nom de truc e-commerce là, Spip, je suis trop jeune pour connaître Spip. Du coup, on a plein de risques potentiels. Et du coup, si on gère ces risques-là avec une approche legacy, on va voir que on a plein de points d'entrée et le VPN en est un. Et du coup, on va devoir complètement gérer ça différemment. Et l'approche qu'on va avoir dans ce cadre-là, dans l'approche Zero Trust, c'est comme à l'aéroport, d'accord? Quand vous allez être dans un aéroport, vous avez une zone qui est publique, où vous faites des bisous avec la famille, tout ça. Vous déposez votre bagage et vous passez un premier stade de sécurité qui est la sécurité globale, où vous scannez tous vos paquets, vos bagages, etc. Et ensuite, vous avez une deuxième sécurité avant de rentrer dans l'avion, qui est est-ce que j'ai mon billet, est-ce que j'ai mon passeport, est-ce que j'ai les droits de rentrer. Et techniquement, si vous partez aussi dans un pays étranger, vous avez une troisième sécurité, qui est la douane, qui vérifie que vous n'avez pas fait de bêtises. Et donc, on va traiter notre SI comme un aéroport, où on va avoir différents modèles d'accès par rapport à des droits d'accès, sur des SI qui sont très sécurisés, des SI moins sécurisés et des sites grand public.
Et du coup, dans cette approche-là de Zero Trust, on va mettre en place plusieurs choses. Donc là, il nous reste un petit peu de temps pour vous montrer 2 démos rapides. Je vais redonner la main à Tony, qui va nous parler un petit peu de Beyond Corp avec HashiCorp. Et je reprendrai la main juste derrière pour vous parler un petit peu de comment nous, on peut faire chez Google pour mettre en place du Zero Trust sur les applications. HashiCorp. Hop là. Allô, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, tu cries très fort. J'ai plus de trucs. Ah, c'est tombé. Non, oui, tombé. Sinon, tu veux le mien? Attends, je vais te le remettre. Bah là, il est parti. Ah, il est parti là. C'est bon? Désolé. HashiCorp, société mondialement connue. Parle. Vas-y. C'est pour Châteaubeau? Vas-y. Ok. Bouge pas. Donc HashiCorp est une société largement connue pour le développement, notamment en tout cas l'aide au développement d'infrastructures as code sur la partie Terraform, mais également sur d'autres solutions de sécurité. On a la chance que HashiCorp publie ses solutions en mode open source pour une grosse partie, et sur lesquelles on va pouvoir présenter dans cette démonstration. Je vais vous présenter, on va faire un focus sur la solution Boundary. Donc, l'approche d'HashiCorp, c'est que l'ensemble de ces solutions, on va gérer le contrôle des identités et des autorisations. Donc pour ça, il propose Consul, notamment sur la partie configuration réseau et sécurisation des connectivités. Boundary, ce que l'on va voir juste après, qui permet finalement de faire du rebond ou d'offrir en mode bastion la possibilité à des administrateurs ou à des utilisateurs de pouvoir se connecter à l'intérieur du SI, mais en offrant une porte, un sas de contrôle, comme si on était à l'aéroport. Le tout basé sur des solutions de type SSO. Alors bien entendu, sur Internet, on va retrouver sur Internet, mais pas que. On va pouvoir utiliser des solutions cloud natives, et également des solutions en mode SaaS, des éditeurs, SaaS, IaaS. Pas de souci. OK. Le problème, lorsque l'entreprise veut mettre en place un bastion pour permettre aux utilisateurs de rebondir ou d'accéder en rebond à distance, c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire que vous allez devoir générer des clés SSH par utilisateur. Vous allez devoir mettre en place des restrictions de contrôle d'adresse IP pour pouvoir accéder à ces bastions. Et vous allez devoir maintenir en conditions opérationnelles l'OS qui soit bien à jour, qu'aucune faille de sécurité, bien entendu, n'est présente sur les bastions sur lesquels vous accédez. Et finalement, au travers de la solution HashiCorp, on va pouvoir répondre à l'ensemble de ces contraintes. Pour ça, au travers de la solution Boundary, on va retrouver 3 composants. On va retrouver le contrôleur. L'objectif du contrôleur, c'est de valider la configuration de l'ensemble de l'infrastructure du cluster de la solution. Il va contrôler également, est en charge de contrôler les authentifications, les autorisations et la génération des clés de chiffrement des flux en transit. On va retrouver ensuite le worker. Le worker, c'est celui qui va nous servir de porte d'entrée afin de faire l'intermédiation entre le monde extérieur et le SI de l'entreprise. Et finalement, au sein de ce cluster, on va retrouver des solutions qui permettent de réaliser le chiffrement à partir de clés KMS, que ce soit les clés fournies par le cloudeur ou des boîtiers HSM, typiquement, qui vont vous permettre de réaliser ce chiffrement de flux. Donc ici, on retrouve l'architecture de cette démonstration qu'on a pu mettre en place avec Laurent. Donc, en tant qu'externe, je vais me connecter sur la solution Boundary. Alors, Boundary, on peut y accéder, en tout cas, permet d'accéder au SI, que ce soit en mode bastion, donc en SSH, au travers de votre PC Linux, mais également en CLI. On le verra à la fin de la présentation. Et donc, la première étape va être... Hop là. J'en reviens, désolé. Et donc, là, de façon traditionnelle, on va accéder donc, à ce SI. Et donc, pour accéder à ce SI, on va mettre en place... on va vouloir accéder à des bases de données
Et de façon sécurisée, dans le use case 2, on va vouloir également mettre en place une authentification renforcée en mettant en place un IDP, c'est-à-dire qu'on considère que le simple login mot de passe est nécessaire, mais plus suffisant pour sécuriser les accès à une application. Et donc, dans l'architecture qu'on avait initialement, on vient de rajouter une solution de type Vault afin de nous permettre d'accéder ou de générer de façon dynamique des clés temporaires qui vont vous permettre d'accéder à la base de données et par magie sans avoir à connaître le mot de passe de la base de données. Donc pour ça, on va se baser sur le rôle de l'utilisateur. Donc ici, typiquement, on retrouve une commande qui nous permet, en CLI, encore une fois, qui va nous permettre de nous connecter à la base de données. Le seul point de faiblesse, c'est le fait que l'utilisateur qui va vouloir se connecter à cette base de données au travers d'une commande CLI Boundary doit connaître le mot de passe. Donc finalement, c'est bien Boundary, mais ce n'est pas suffisant. Et donc pour ça, on va mettre en place, on va déclarer dans notre infrastructure Vault, on va déclarer la base de données sur laquelle on va déclarer donc les instances, les rôles associés au profil utilisateur. Et donc là, on va retrouver une configuration dans Vault sur laquelle on retrouve la configuration pour la base de données, pour laquelle on va lui associer une instance. On va lui associer une instance et des rôles. On le voit. Je ne sais pas si j'ai les rôles des utilisateurs qu'on va pouvoir donner donc, soit des administrateurs de base de données, sur éventuellement des analystes où on a juste besoin de leur fournir des accès en read-only sur la base de données. Donc en fonction des utilisateurs, le rôle est différent. Et donc là, on va avoir l'avantage qu'au travers d'une simple commande Boundary, de pouvoir générer des tokens qui sont temporaires, sur lesquels qu'on va pouvoir réutiliser pour nous connecter à cette base de données. Et donc là, on retrouve dans le schéma du bas, l'image du bas, le screenshot, les données avec les tokens générés de façon temporaire avec une durée de validité. On a également la possibilité, au travers d'un client desktop, parce qu'on a monté finalement, au travers de ce Boundary, une connexion proxy avec le serveur, on va pouvoir lister l'ensemble des assets sur lesquels on va pouvoir se connecter depuis un client lourd Windows, que vous installez sur votre poste Windows, Mac, peut-être Ubuntu aussi. Vous allez pouvoir utiliser ce client lourd pour pouvoir vous connecter en rebond sur ces équipements distants. Et donc là, parce qu'on a établi une connexion avec le client lourd, au travers d'un simple client SQL, vous allez pouvoir vous connecter avec ces identifiants temporaires, vous allez pouvoir vous connecter à la base de données comme si vous avez eu directement, vous étiez au sein du SI, alors que vous êtes en télétravail. Donc, on a vu login mot de passe, c'est bien, mais il faut renforcer. Il faut renforcer la sécurité, et pour ça, on va mettre en place une authentification. Bon, il y a plein de solutions de IDC qu'on peut réutiliser. Dans ce use case, on a mis en place une architecture Keycloak, sur laquelle, une fois qu'on va se connecter à la solution Boundary, une fois qu'on va se connecter à la solution Boundary, on va avoir sur l'IHM de connexion, on va retrouver la possibilité de se connecter en SSO sur l'organisation de notre architecture, de notre cluster Boundary. Une fois qu'on va voir réaliser l'authentification en ligne de commande, au travers de l'utilisation du CLI, on va être redirigé, votre browser va s'ouvrir, et sur laquelle vous allez pouvoir vous authentifier de façon traditionnelle, comme ce que vous faites déjà lorsque vous vous authentifiez au travers de votre SSO d'entreprise. Vous êtes redirigé sur le SSO, vous êtes authentifié, et ensuite, vous allez pouvoir réaliser toutes les commandes de connexion ou de prise en main à distance des workloads qui vous sont mis à disposition par le SI. Je prends la suite. C'est ça. Pour finir ce talk-là, je vais vous parler un petit peu de BeyondCorp, donc la solution que nous avons chez nous. Le principe étant de se passer complètement de VPN, d'accord, pour se connecter au SI de l'entreprise et pour avoir accès à tout ce SI, donc BeyondCorp. Et le principe, c'est quoi? C'est que c'est pas parce que vous êtes dans un réseau que vous connaissez, réseau d'entreprise, VPN ou quoi que ce soit, que vous pouvez avoir accès à une application donnée. Et nos accès vont être calculés
avec un moteur de règles sur ce qu'on connaît de vous et surtout ce qu'on connaît de votre device. D'accord? Ça va être authentifié, autorisé, sécurisé. Et le principe, c'est, je vous ai dit, c'est pas de VPN du tout. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va regarder donc de qui vous êtes. Est-ce que, par exemple, vous avez le bon login mot de passe? Si vous faites de la sécurité, normalement, il y a 3 facteurs d'authentification possibles. Donc, ce que vous connaissez, ce que vous possédez et ce qui vous êtes. Enfin, ce que vous êtes. Donc, ce que vous connaissez, c'est votre login mot de passe. Ce que vous possédez, c'est votre YubiKey, votre... à l'époque, les clés RSA-ID là, qui généraient des tokens, voilà, des tokens aléatoires. Et ce que vous êtes, bref. Par exemple, la biométrie, donc vos doigts, vos yeux, etc., etc. Vos œils, exactement. Donc ça, c'est, on va vérifier donc qui vous êtes. On va vérifier aussi vos accès, parce que ça ne veut pas dire que si on vous connaît, vous pouvez accéder à quelque chose que vous n'avez pas le droit d'accéder, par exemple. Et surtout aussi le niveau de patch de votre device. Si vous vous connectez par exemple avec un device qui a peut-être plus d'un mois, qui n'a pas été patché depuis plus d'un mois, on va vous refuser l'accès en disant d'abord mets à jour la sécurité de ton laptop, ton device, ton téléphone ou quoi que ce soit, mets à jour tes antivirus, scanne un petit peu, et ensuite je te laisserai passer si tout a été pris en compte. Et Beyond Corp, ça va largement au-delà de ça, en fait. On va aussi avoir tout ce qui est localisation. Est-ce que vous vous connectez depuis une localisation que vous connaissez? La France, 95% du temps, c'est en France. Donc si je vois une IP qui arrive depuis la Russie ou depuis, mauvais exemple, depuis le Brésil, du coup, je vais refuser. Au niveau de la session aussi, est-ce que la session est la plus ou moins d'une heure? Si elle a plus d'une heure, je vais peut-être rafraîchir les tokens pour pouvoir me connecter. Le temps, généralement, je me connecte entre 9h et 18h. Si je vois une connexion à 3h du matin, c'est peut-être pas moi. Tout ça, ça va passer dans une espèce de moulinette. Et à partir de là, je vais pouvoir me connecter soit à des machines virtuelles, soit à des sites web, soit à des applications en mode SaaS. Et ça, c'est le principe de Beyond Corp, où on va effectivement se baser sur tout ça. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que, en gros, si vous allez dans GCP aussi, on a ce qu'on appelle Identity Aware Proxy, donc IAP, qui vous permet de mettre cette brique-là en place dans votre SI, dans vos applications. Et en gros, le deuxième use case qu'on avait, c'était un petit peu IAP et GKE, donc GKE qui est largement utilisé chez nous et chez nos clients. C'est en gros, on va rajouter une surcouche IAP à vos applications. Vous n'avez pas à changer vos applications, d'accord? C'est juste un proxy en frontal qui va faire tout ce que je viens de vous dire et qui va vous autoriser ou non à accéder. Alors, ce qui est intéressant avec IAP, c'est que, en gros, vous avez juste un range d'IP restreinte à autoriser, les IP d'IAP, et vous n'avez absolument pas à exposer vos machines virtuelles en public. Et grâce à une CLI, à un G-Cloud Connect SSH avec IAP, en gros, vous pouvez vous connecter à des machines en interne dans un réseau privé, uniquement en passant par IAP, et uniquement en connaissant ces IP de GCP. On a fini notre talk. En gros, ce qu'on voulait vous dire dans ce talk-là, c'est que la sécurité périmétrique, aujourd'hui, si vous faites ça en 2022, voire en 2023, parce qu'on est bientôt en 2023, ce n'est plus une option. D'accord. On se fait hacker de partout. Si vous voyez un petit peu les actualités, on a de plus en plus d'attaques, surtout en France, où on se fait attaquer les hôpitaux, les entreprises pour exfiltrer la donnée. Et qu'une solution comme le Zero Trust, donc revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la sécurité périmétrique, c'est bien, mais renforcer la sécurité dans les applications et les rôles dans les applications, c'est encore mieux. Et si vous pouvez réussir à justement gérer tout ce qui est identité, devices, laptop, etc., réseau, pour protéger la donnée. Le principe du Zero Trust, c'est pas de protéger les SI. Le principe du Zero Trust, c'est de protéger la donnée. D'accord? C'est pour limiter l'accès à la donnée.
Et enfin, là, le dernier point qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a des solutions, on vous en a présenté 2, donc BeyondCorp, Boundary. Il y en a d'autres qui existent, tout le monde s'y met, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose où on va tendre de plus en plus, puisqu'on va avoir de plus en plus un SI ouvert sur l'extérieur. On a parlé de cloud, on a parlé d'ouverture aux partenaires. Typiquement, voilà, des entreprises, n'importe lesquelles, vont ouvrir les SI à l'extérieur des partenaires. Et tous ces points d'accès, ce sont des portes d'entrée potentielles qu'il faudra sécuriser. Et même une fois à l'intérieur du réseau, en tout cas du SI, on est censé justement contrôler qu'on a bien accès à tout. Dernier point, on ne vous a pas fait de démo en live parce que le réseau Wi-Fi, tout ça, vous connaissez. Si vous voulez accéder au repo Boundary qu'on a mis en public, vous avez le QR code, d'accord, qui vous redirige vers GitHub, il n'y a pas de souci. Prenez-le, vous pouvez faire des pull requests, quoi que ce soit, donc n'hésitez pas. Autre chose, Tony et moi, alors on ne sera pas sur le même stand, mais Tony sera dans le stand Capgemini, moi je serai sur le stand Google, qui doit être au premier étage. Si vous voulez parler, discuter de la sécurité, d'autres choses, n'hésitez pas à venir nous voir. Normalement, on a un booth Google où des personnes tout au long de la journée tourneront. N'hésitez pas à venir nous voir. Et on est pile poil dans les temps. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre talk. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir après le talk. N'hésitez pas pour les questions. Merci.